Est-ce que comme moi, vous avez parfois l'impression que le monde ne tourne pas très rond, que vous avez du mal à comprendre comment ça fonctionne et que vous sentez un peu inadapté? Aujourd'hui, on parle de neuroatypiques, on parle d'hypersensibilité. Il y a les neurosciences, pardon, qui font beaucoup de travail sur la compréhension du cerveau. On en découvre de plus en plus, mais on découvre aussi qu'on en sait de moins en moins, plus on en découvre. Pour comprendre ce qui se joue dans notre petite boîte crânienne et pour essayer peut-être de se découvrir des talents, des intelligences qu'on ignorait jusque-là, je vous ai trouvé une pépite, une perle qui travaille sur la question des intelligences multiples depuis longtemps. Elle en est à son deuxième, troisième livre, je crois. Elle est docteur en arts et sciences de l'art. Elle est musicothérapeute aussi, sonothérapeute. Le monde vibratoire, elle connaît ça par cœur. Retenez bien son nom si vous ne le connaissez pas encore. Il s'agit de Sylvie Captain-Sass. Sylvie, bonjour. Bonjour Julie, bonjour, je suis très heureuse de te rejoindre. Merci pour ta délicieuse présentation, un grand bonheur. Bah écoute, franchement, merci à toi de nous consacrer du temps. Je sais qu'entre les écoles de design où tu interviens, ton travail euh, dans l'école aussi de musico et de sonothérapie que tu tiens, et puis tes différents ouvrages, tu es très occupé. Donc merci beaucoup de nous consacrer du temps. Je sais qu'il est précieux et vraiment, moi je suis très très heureuse. On va parler de ton nouveau livre, Révéler vos intelligences, vos pleins potentiels, pardon, qui parle des intelligences multiples. C'est pour ça que j'ai ce mot-là en tête, parce que j'avais retenu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que tu nous dis vraiment dès le début, au-delà du test de QI. Et en fait, tu casses un peu au marteau les anciennes croyances qu'on avait sur nos fonctionnements cérébraux, sur la façon dont voilà, on pensait que notre cerveau était câblé. Toi, tu viens avec des nouvelles idées, et puis voilà, tu nous ouvres un champ des possibles et une compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau tout à fait nouvelle. Et pour ça, merci infiniment. Je me sens vraiment moins bête à la lecture de ce livre. Est-ce que tu peux, peut-être en amorce, tu as bien apprécié mon introduction, mais elle est tout à fait sommaire, te présenter quand même à ton tour, nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es arrivé aujourd'hui à signer donc ce deuxième ou troisième livre, je ne sais plus. Troisième, mais en fait, c'est Troisième. le troisième et le deuxième est un livre sur les protocoles de sonothérapie qui paraîtront en fait en juillet. Donc on dirait que D'accord, le c'est deuxième. ça. Donc c'est un peu, on est un peu en tuilage Pour les entre deux. les deux. Ouais. Alors, parle-nous un peu de toi, comment tu es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous produises de si belles pépites que je trouve nulle part ailleurs. Eh bien, sur mon parcours professionnel, d'abord, j'ai enseigné depuis un certain nombre d'années. J'ai interagi avec des publics très différents, que ce soit des étudiants en école supérieure, mais aussi avec des personnes, des adultes consentants, des collaborateurs d'entreprise, avec aussi des personnes atteintes de neurodégénérescences diverses en EHPAD. Et le grand tournant a été le doctorat que j'ai réalisé en recherche en arts plastiques à la Sorbonne, et qui m'a permis en fait d'aller travailler sur la plasticité cérébrale comme nouveau territoire de l'imaginaire. Très très belle, comment dirais-je, très belle recherche, très compliquée. J'ai eu les neurones qui se sont un peu, qui ont un peu tricoté. J'ai un peu souffert, mais j'étais très attachée à ce sujet et donc j'y suis allée jusqu'au bout. Et en fait, ce sujet de la plasticité cérébrale m'a permis de comprendre à quel endroit je pouvais développer ma créativité, à quel endroit je pouvais accompagner les collaborateurs, les élèves autour dans leur progression, une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour en fait accueillir leur singularité et toute la dimension précieuse qui les constitue. Et je dois dire que les gens ont peu d'accès à cette dimension précieuse et je suis là pour éclairer un peu, révéler. Et donc j'ai travaillé sur la plasticité cérébrale. J'ai pu constater que nous sommes tous et toutes les sculpteurs de nos cerveaux, puisque grâce à cette plasticité, notre cerveau modifie sa structure en fonction des activités que nous pratiquons, que ce soit un sport, qu'on chante, qu'on étudie, qu'on marche, qu'on respire ou qu'on s'ennuie. Et dans le prolongement de cette plasticité, je me suis rapprochée après, lentement mais sûrement, de Howard Gardner, qui est un psychologue neurocognitif, enfin, cognitiviste, qui a théorisé et popularisé la théorie des intelligences multiples par l'apparition d'un livre en 1980. Voilà. Et à cet endroit, il critique l'emploi des tests d'intelligence dans le cadre des orientations scolaires des enfants
Et j'ai été très très touchée par ce qu'il proposait parce que je me suis approprié immédiatement ces outils que j'ai testés et que j'ai pu adapter, on dira, aux différentes populations que je croise. Alors ça, c'est super parce qu'effectivement, on l'a pas dit non plus, donc troisième livre, mais aussi il y a un jeu de cartes. Tu as inventé un mot que j'adore, c'est travamuser. Je pense que ça vient de toi, je ne l'ai lu nulle part ailleurs. Non, 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 non. Dans le premier livre que j'ai écrit sur le cerveau ou la fabrique du bonheur, j'ai fait beaucoup d'exercices travamuser. Et en fait, ce verbe a été créé par Isabelle Jacob, Ah, qui a été la créatrice d'un centre Iris Créativité, dans lequel j'ai fait beaucoup de formations sur la posture créative, les outils créatifs. Et ce que j'adore dans le travamuser, c'est qu'en fait, travailler, donner du sens, activer sa raison, et puis s'amuser parce qu'il est indispensable aussi d'activer la dimension émotionnelle pour s'engager. Et donc, travamuser, c'est un peu une activation totale, mode mental automatique, limbique, émotionnel, mode mental préfrontal, plus créatif, hein, on appelle le mode mental préfrontal le mode rationnel. Et donc, on a besoin d'activer les deux. C'est essentiel. En tout cas, je me rends compte que dans ma pratique d'enseignante ou de formatrice, ça fonctionne très très bien en travamusant. ça fonctionne très très bien. Et puis en plus, ça apporte un truc qui nous manque, mais tout le monde, donner du sens à notre vie. Parce qu'en fait, il y a un vrai sujet aujourd'hui de quête de sens. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça n'a pas de sens ce que je fais? Est-ce que mon travail a un sens? On parle du sens dans le sens cognitif, la signification, mais il y a aussi la direction. Et on sent que le monde, il est un peu en mouvement. Et en ce moment, il y a une vraie perte de sens, de direction et de signification. Et s'intéresser aux intelligences multiples, pour moi, c'est l'une des clés pour vraiment sortir de l'ornière et de la vase un peu dans laquelle on se retrouve, parce que, il faut le dire, notre système scolaire, et ça je l'ai appris dans tes livres, ne développe que deux types d'intelligence, l'intelligence verbo-linguistique et logico-mathématique, c'est Oui. ça? Verbal, linguistique et logique mathématique. Alors, pas que ces deux intelligences, hein, bien sûr. Les élèves font un peu de sport, un peu de flûte et un peu de dessin. Mais globalement, bien sûr que les intelligences sur lesquelles on s'appuie, hein, pour valider ou pas les compétences d'un élève sont surtout tournées autour de la verbal, linguistique et logique mathématique. Donc, un enfant qui aime bouger, un enfant qui aime chanter, un enfant qui aime dessiner. Moi, j'ai beaucoup dessiné à la marge de mes cours de mathématiques en terminale. Je pensais que tout le monde dessinait et en fait, je crois que je m'ennuyais. Donc oui, ces intelligences multiples, elles donnent une ouverture et une possibilité à toute personne un peu curieuse des freins et des leviers qui la constituent, d'aller chercher en soi des ressources qui existent, hein, qui sont là, qui sont totalement présentes, mais qui sont pas révélées en fait dans le cadre scolaire classique, bien sûr. C'est ça. Et donc, du coup, ton livre est là pour le révéler. Et donc, dans ce troisième livre que tu nous proposes, sur les intelligences multiples, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as trouvé des mentors et qu'il y a des coups, des personnes. Là, on voit Nelson Mandela, qui va venir incarner l'intelligence intrapersonnelle. Dans un autre ordre d'idées tout à fait différent, on a Omar Sy, pour l'intelligence verbale, la tchatch. On a aussi, et je l'aime beaucoup, Lady Gaga, pour qui la reconnaîtra pour la musique. Alors, du coup, ce sont tes dessins d'ailleurs. C'est Oui. ta propre plume qui nous présente Frida Kahlo ici, qu'on reconnaîtra pour l'intelligence visuelle. D'où est venue cette idée de prendre des mentors pour incarner ces différentes intelligences et pour nous montrer tout le panel d'intelligences qui peuvent s'exprimer en nous? En créativité, il y a un outil qui s'appelle les consultants virtuels. Quand on travaille sur des sessions design et qu'on travaille un peu sur les processus d'idéation, pour nourrir les recherches, on va chercher des mentors. Et puis, je me suis dit, par rapport aux intelligences multiples, comme j'ai travaillé avec Diane Tarlet au Dôme, qui est un espace dédié à la création d'entreprises et à la formation à Dreux, il s'agissait vraiment de développer une culture sur l'orientation tout du long de la vie. Et nous avons donc travaillé sur des outils et à un moment sont apparus la possibilité de faire apparaître des mentors qui soient un peu des ambassadeurs que les
les personnels de l'orientation pourraient utiliser, sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour promouvoir et informer sur les métiers de manière un peu plus ludique. Parce qu'en fait, le problème souvent de ces informations sur les intelligences multiples et les outils qu'on utilise, c'est que c'est très rationnel, c'est très compact. Et je travaille avec des jeunes adultes et des adultes, en tout cas tous les personnels avec lesquels je travaille et qui sont heureusement consentants, apprennent beaucoup mieux et s'engagent beaucoup mieux tête, corps, cœur quand il y a aussi du cœur, et les mentors sont là pour donner un peu de cœur, dans leur filtre bien sûr subjectif de leur relation au monde. C'est ça, un filtre subjectif, et c'est ça aussi toute la beauté de la démarche, c'est de montrer qu'on est tous un peu kaléidoscope. Et dans ce livre où il y a beaucoup de tests, on peut se tester à plusieurs endroits, ça nous permet aussi de nous rendre compte, voilà, où est notre curseur sur l'intelligence intrapersonnelle, sur tel type d'intelligence, pour identifier qu'on a un petit peu chacun différentes intelligences qui vont œuvrer. Et alors moi, j'ai pas trop l'intelligence mathématique. En revanche, j'ai une bonne intelligence musicale. La musique, c'est un peu des maths aussi. Alors voilà, quoi, ça compense. Je trouve que c'est pas mal. Et alors, ce qui est super aussi, c'est que tu les fais parler. Alors, je vais lire le discours, parce que vous l'attendez tous, de Nelson Mandela quand il passe la parole à Serena Williams, parce que voilà, les intelligences, elles passent de l'une à l'autre et tu te transmets la parole, tu fais parler ses mentors, et donc c'est tout, à la fois c'est hyper beau et en même temps c'est toujours pertinent sous ta plume, j'aime beaucoup. Donc une fois qu'on a fait le tour de son intelligence intrapersonnelle avec Nelson Mandela, il nous dit à vous Serena Williams, votre pratique du tennis à haut niveau accompagnée d'un engagement sans faille envers le droit des femmes et des minorités est une célébration de la dignité humaine. Donc il passe la parole et là il dit merci Monsieur Mandela, votre lutte pour la justice permet aujourd'hui à de nombreux athlètes sud-africains de briller sur la scène sportive internationale. Donc voilà, il se passe la balle, ça tombe bien puisque là on est sur du tennis, mais en tout cas il y a un jeu comme ça, tu t'es amusé, et après du coup Serena Williams prend la parole et elle nous emmène à la découverte de notre intelligence corporelle. Cette intelligence corporelle, est-ce que ça serait pas l'une des grandes oubliées quand tu disais on fait un peu de sport à l'école? Est-ce qu'il n'y a pas à l'endroit du corps quelque chose quand même à aller réveiller aujourd'hui? Oh, c'est marrant que tu parles de l'intelligence corporelle parce que en ce moment, j'interviens en tant qu'art thérapeute dans une clinique psychiatrique, et donc les personnes utilisent leur intelligence visuelle spatiale pour exprimer des émotions, pour les exprimer de manière directe et plutôt indirecte, à travers des détours, des évocations, de manière créative et symbolique. Et en fait, je me rends compte que l'expression du corps est quand même essentiellement oubliée, même dans des instituts psychiatriques. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, dans une dimension un peu duelle, reste du cerveau et le corps reste du corps. Et en fait, le cerveau participe du corps, et les informations qui arrivent au cerveau sont évidemment extérieures à notre propre incarnation, mais elles sont aussi beaucoup à l'intérieur. Les émotions, elles s'incarnent dans le cerveau, elles se traduisent et elles envahissent le corps jusqu'à ce qu'on puisse en comprendre les informations, enfin les besoins qu'elles essayent d'exprimer. Donc oui, le travail du corps est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai pratiqué un art martial de méditation en mouvement pendant 25 ans. Dans ma pratique du violon, il y a évidemment aussi une intégration corporelle. On apprend par corps, ça c'est Bourdieu qui disait ça. On apprend par corps. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase, elle est géniale. Et puis, je crois que c'est ta fille qui fait aussi du sport et qu'elle entraîne des sportifs. Voilà, le corps, le cerveau fait partie, parce que souvent, on a tendance à prendre le cerveau comme le grand maître et puis le corps comme le taxi du cerveau. Or, aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a autant de neurones dans le ventre qu'il y en a entre les deux oreilles. Et puis, on a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Ça, c'est ce que tu nous présentais aussi dans ton premier livre, Le cerveau ou la fabrique du bonheur. Tu avais compulsé plein d'études scientifiques, neuroscientifiques. Moi, j'adore ça. Et on se rend compte effectivement qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est encore un terra incognita, ce cerveau. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir, et j'ai justement découvert il n'y a pas très longtemps le livre Neuromania de Moukaïber, qui tente de redonner un peu d'air
la façon dont on systématise nos interprétations du fonctionnement cérébral, du rôle de la dopamine, de la façon dont on interprète aussi les biais cognitifs. Hein. Il rappelle bien que la plupart des études sont effectuées en Amérique sur des étudiants en école supérieure plutôt d'origine blanche, et que donc, et en plus de ça, on travaille dans des IRM qui sont qui nous immobilisent, donc le rapport au corps dans une IRM est quand même relativement oublié. Et c'est super intéressant de voir combien toutes ces recherches avancent, parfois se contredisent, parfois se nourrissent, parfois s'effacent les unes les autres. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes qui travaillent à construire quelque chose de plus en plus fin. Et comme le cerveau est plastique et que donc notre rapport au monde est subjectif, j'apprécie beaucoup le mouvement de cette subjectivité. Je trouve que c'est intéressant de se tromper pour devenir encore un peu plus grand, rebondir et puis apprendre de ses erreurs. Ça fait quand même partie des outils indispensables. Le doute créateur, voilà. Douter, c'est génial. J'adore douter. J'adore douter sur la route vers la production et la compréhension, évidemment, de quelque chose. Oui, je pense que c'est la posture aussi de l'artiste en toi, du coup, qui vient aussi peut-être remettre tout le temps sur le métier les compréhensions pour essayer de... Mais c'est vrai qu'à l'endroit du cerveau, on a d'autant plus raison d'avoir des doutes. Tu parlais donc de ce travail. Alors, le livre est là, Albert Moukaïber, Neuromania, c'est un carton en librairie, tout le monde veut le lire. Et effectivement, il remet un peu l'église au milieu du village. Et il dit qu'il faut arrêter de parler du cerveau droit et du cerveau gauche, que c'est une vision complètement biaisée. Et effectivement, rappeler la plasticité cérébrale, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça veut dire que moi, j'aime bien, tu sais, un peu la magie, le côté, voilà, je crée ma réalité en modelant ma façon de voir le monde. Bon, bah, quelqu'un qui a été pendant 20 ans complètement déprimé parce que dans un couple dysfonctionnel, dans un travail asphyxiant, peu importe, avec une vie vraiment atrophiée et plein de misère, en changeant quelques éléments, peut se révéler complètement, avoir une vie tout à fait différente et être une autre personne assez rapidement. C'est quand même une bonne nouvelle. On parle en fait, et c'est à cet endroit que l'ensemble de ma pratique se rassemble un petit peu dans l'école de design dans laquelle j'interviens. Quand on parle de design et qu'on parle de design de la décision, notamment, de design global, on parle d'écosystème. En fait, dans un écosystème, il y a des relations de cause à effet, il y a des interactions. Si on prend un élément par la lorgnette, à ce moment-là, on n'en lit pas les interactions de manière suffisamment subtile. Et l'écosystème, c'est quelque chose dont parle beaucoup Moukaïber, c'est-à-dire d'où je viens, quel est mon environnement et quelle influence j'ai sur les autres et quelle influence ils ont sur moi. Que ce soit familial, social, politique, religieux, environnemental, nous sommes en interaction permanente. Et ça, c'est merveilleux. Ça nous rend plus riches, ça nous rend plus singuliers, ça nous rend aussi plus fragiles. Et plus humain aussi. Ça me fait penser à Pasteur qui a consacré sa vie un peu aux bactéries et qui, à la fin de sa carrière, a dit: je me suis complètement foiré. Le sujet, c'est pas la bactérie, c'est le terrain. Et en fait, et donc c'est l'environnement. Et effectivement, à vouloir couper les choses, les saucissonner et rentrer, ça va être la physique quantique qui va passer après l'atome et qui va rentrer encore dans des éléments d'information comme ça impalpables pour se rendre compte qu'en fait, le monde existe selon l'observateur. Et là, du coup, la magie intervient. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de l'influence, puisqu'on est sur le côté environnement, et je vois derrière toi un bol chantant, ta qualité de sonothérapeute, musicothérapeute, ça a sans doute nourri ta réflexion pour écrire ce livre sur les intelligences multiples. Est-ce que toi, tu ressens, enfin, tu as un témoignage à apporter sur justement l'effet du son sur le cerveau, sur tes patients. Tu peux avoir, comme tu le disais, des patients en neurodégénérescence
Est-ce qu'on a des pistes d'amélioration avec ces pratiques que sont la sonothérapie, la musicothérapie? Et puis peut-être, parce que pardon, je fais des questions à tiroir, mais je sais que tu as une bonne mémoire, tu vas tout te souvenir. Quand même un peu avant, la différence entre la sono et la musico, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Alors, la musicothérapie est constituée de deux outils complémentaires. La musicothérapie active, qui consiste à travailler avec des instruments de musique de manière créative et non verbale. Et il y a aussi la musicothérapie dite réceptive, qui consiste à écouter des extraits musicaux propices à l'émergence de souvenirs reliés notamment aussi à des émotions qui ont été plus ou moins dissoutes, masquées, évacuées, on dira. Donc ça, dans la musicothérapie, entre actif et réceptif, en fait, on utilisera ces outils en fonction de l'état de la personne et de ses capacités d'interaction et de ses besoins. La sonothérapie, c'est vraiment une branche, on dira, de la musicothérapie qui consiste à travailler avec la vibration et notamment avec les bols, avec des diapasons, avec des tambours océans, avec des koshis, des tingsa, etc. Et là, on est dans un travail vibratoire qui lui-même est séparé en deux parties, c'est-à-dire on a le bain sonore qui consiste à recevoir des vibrations autour, sans contact avec l'instrument, et le massage sonore. Et à cet endroit-là, on va travailler avec des bols que l'on va positionner autour du corps, mais aussi sur le corps, en fonction du besoin de la personne, en fonction de son anamnèse, de son état et de ce qu'elle a besoin de trouver. Tout est vibration, donc le bol, il va aller réveiller, nourrir, apaiser en fonction du besoin de la personne par l'intermédiaire de ce qu'il va propager au niveau du corps. Et évidemment, tu parlais de cerveau, hein, tout est vibration. Au niveau cérébral, on a aussi des effets, des ondes, les ondes cérébrales, on en a beaucoup parlé des ondes alpha, theta, bêta, etc., qui définissent des états de conscience différents. Et le bol peut aussi permettre d'advenir à un certain type d'état en fonction du besoin de la personne. Est-ce que j'ai besoin d'être hyper vigilante? Est-ce que j'ai besoin de rester, d'entrer dans un état de relaxation profonde? Est-ce que j'ai besoin, voilà, les états modifiés de conscience sont accompagnés aussi par l'utilisation de bol. Hyper intéressant. Et donc du coup, les personnes qui seraient par exemple dans l'hypersensibilité ou des neuroatypiques vont être aussi peut-être soulagées, vont apprécier le contact du bol parce que c'est une harmonisation générale, c'est ça? Alors les neuroatypiques, il y en a plein des neuroatypiques différents. Je travaille justement dans la clinique dans laquelle j'interviens aussi en tant que musico-sonothérapeute suivant les besoins. Des personnes, j'ai accompagné un certain nombre de personnes qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'effet du bol est radical. Il y a une possibilité d'apaiser le mental, ce petit hamster cérébral qui tourne avec des pensées envahissantes, et il y a une comment dirais-je, une réappropriation par les vibrations de son corps et de sa respiration. Et après, on a dans le livre qu'on a écrit avec Emmanuel Carrère, qui est ma partenaire sur la création de l'association que nous avons fondée Simenso. Les protocoles que nous avons créés, il y en a à peu près 70, 80, je me souviens plus. Certains sont dédiés de manière assez spécifique à des besoins, notamment sur certaines neuroatypiques. Hyper intéressant. Donc ça, c'est des choses que vous avez testées et approuvées et que vous mettez dans un livre prochainement? Oui, tout à fait. Le livre sort, alors il est publié chez Dangle et il sort début juillet. Il s'adresse à des sonothérapeutes, éventuellement des sonopraticiens qui voudraient comprendre un tout petit peu mieux, aller un peu plus loin dans leur utilisation du massage, pourquoi pas, sonore. Du massage sonore. On va revenir à nos intelligences multiples quand même parce que c'est quand même le thème de notre sujet. Et puis, tu vois, on parlait de l'intelligence musicale. Alors peut-être, est-ce qu'on les liste toutes? Toi, tu en as noté 10 parce qu'on a 10 mentors, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il peut y en avoir plus que ça, non? Alors, je fais quelques allusions sur d'autres intelligences, bon, notamment une intelligence qui n'en est pas une, mais elle est très à la mode actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Après, il y a l'intelligence pédagogique, situationnelle, contextuelle. Il y a même une personne qui s'appelle Christophe Bourgeois,
Costantini qui a travaillé sur l'intelligence du temps. Moi, je pense que de toute façon, l'intérêt de l'apparition de ce bouquet d'intelligence, puisque Howard Gardner parle de bouquet d'intelligence, on a des fleurs de couleurs, de formes et de tailles différentes en fonction de notre singularité, du rapport au monde qu'on a développé. Je pense que les intelligences peuvent apparaître en fonction aussi des besoins et en fonction des contextes. J'en ai créé une 10e. Alors, il y a les 9 intelligences avec l'intelligence existentielle, plus la 10e qui est l'intelligence de créativité. Howard Gardner a écrit un livre par rapport à l'intelligence de créativité. Moi, l'intelligence de créativité, c'est un peu mon cœur de métier. Comment permettre à chacun de s'adapter et de traverser des obstacles en activant cette capacité qui est neurodisponible. Donc, et puis quand même, ne pas parler de Léonard de Vinci quand on parle d'intelligence, ça aurait été quand même un peu dommage. C'est le dernier mentor du livre, effectivement, c'est magnifique. Donc, il y a l'intelligence créative, l'intelligence existentielle avec Gandhi. Donc, c'est quoi cette intelligence? L'intelligence existentielle, j'ai hésité à l'appeler aussi l'intelligence de cœur. C'est cette intelligence qui nous permet de prendre conscience que microcosme et macrocosme sont reliés, qu'on est un élément parmi tant d'autres. Et là, la vibration va aller nourrir cette conscience du petit dans le grand et inversement. Et je pense que l'intelligence existentielle, quand je parle de l'intelligence de cœur, c'est parce que nous sommes tous reliés, quoi, hein, tous dans des corps différents, peut-être, en tout cas reliés par quelque chose qui est plus grand. C'est ça. Et ça, c'est l'intelligence existentielle. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Gandhi. Puis Gandhi, il a une phrase que j'essaye, que je cite souvent auprès de mes élèves: soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Soyez le changement. C'est-à-dire qu'on peut toujours demander à l'autre de devenir quelqu'un d'autre, mais si on devient soi-même ce que l'on cherche chez l'autre, l'autre peut-être éventuellement pourra concéder à se rapprocher. Voilà. On fait bouger les lignes. Oui, et puis bon, comme je disais tout à l'heure, la plasticité cérébrale nous amène forcément à nous adapter de manière spécifique, à être les sculpteurs et les sculptrices de nos cerveaux, hein, comme dit Catherine Malabou. Donc, dans cette sculpture en mouvement, dans cette impermanence totale, la relation aux croyances limitantes, aux filtres attentionnels, nous amène forcément à poser un regard subjectif sur le monde. Et ce que je voulais montrer par rapport à ces mentors, c'est combien nos possibilités d'accès au monde sont riches et multiples, combien il n'y a rien à comparer, chacun est singulier, hein, et si une personne a une intelligence musicale, moi j'ai une intelligence évidemment musicale, rythmique importante, je suis toujours attentive au bruit, au son, aux vibrations, au silence aussi bien sûr, à la tonalité voilà, d'un propos, d'une voix, et ça c'est un filtre, et c'est dans mon bouquet d'intelligence, il est clair que cette intelligence elle a une place particulière. Et ce qui est merveilleux, c'est de valoriser nos singularités et non pas de les comparer ou de dévaloriser. Et je pense que l'école a un vrai travail à faire à cet endroit-là. Gros travail parce que les notes sur 20 qui ne riment à rien, et effectivement le fait de se polariser sur ou t'es matheux ou t'es littéraire et puis le reste n'existe pas, ça fait des gens qui se sentent inadaptés, qui se sentent idiots. Il y a cette citation que t'aimes bien aussi d'Einstein là sur le poisson. Oui, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. J'adore. J'adore. Permettons à chacun de révéler ses intelligences, de les accueillir, de voir s'il a envie ou pas d'en faire grandir d'autres, puisque le cerveau est plastique. Et permettons à chacun de redevenir curieux de ses ressources, parce qu'il y a une espèce de fatalité de manière dichotomique, décider qu'on est adapté ou pas. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est: face à l'adversité, le créatif se réjouit, l'ignorance s'enfuit, hein, et les capacités d'adaptation, la créativité, c'est cette capacité de s'adapter face à l'obstacle. Et on en est tous capables parce que il faut retrouver cette espèce de muscle qu'on oublie plus ou moins, pour lequel on ne se sent pas forcément légitime. Et en fait, les intelligences multiples permettent à tout à chacun d'abord de redevenir curieux de qui il est,
de pouvoir se surprendre dans ses compétences, hein, parce que souvent, les compétences qu'on a, c'est un peu la fenêtre de Johari, hein, Johari, pardon. C'est ce que je sais que je sais, ce que je sais que je ne sais pas, ce que je ne sais pas que je sais, ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Hein. Et en général, ce que l'on sait, on a l'impression que tout le monde le sait. Donc, on va dévaloriser ce qui nous caractérise pour se mettre en admiration de quelqu'un qui est tellement différent que de toute façon, sa ligne de vie sera différente et pourquoi pas. Voilà. Et le système scolaire qui travaille beaucoup sur la comparaison et la compétitivité va un peu à l'encontre de cette possibilité de révéler en soi ce qui fait singularité et richesse. Et l'intérêt d'aller questionner ces intelligences multiples, en tout cas s'interroger, les activer, c'est la possibilité de se dire, OK, de quelles intelligences j'ai envie, j'ai besoin pour développer ma motivation intrinsèque et pour reconnaître dans ma différence un chemin de vie spécifique. Il n'y a pas de métier qui n'active pas 2, 3, 4 intelligences. Il n'y a pas un métier. Donc, si on regarde un métier autrement que par la réputation qu'il peut avoir, et notamment la façon dont on peut le financiariser, pourquoi est-ce qu'il est moins intéressant de faire un métier qui est payé au SMIC par rapport à un métier qui donne une responsabilité différente, hein, mais qui, de toute façon, va activer aussi un certain nombre d'intelligences, quoi. Donc, pour moi, c'est important de permettre à chacun d'activer, de révéler surtout ses intelligences, éventuellement après de les nourrir. Si je sens que j'ai besoin d'intelligence interpersonnelle, je vais aller travailler sur cette intelligence interpersonnelle. Et ce qui est intéressant avec Howard Gardner, c'est qu'il a pas parlé d'intelligence émotionnelle, il a parlé d'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Et je pense que la subtilité est à noter aussi. Enfin bon, je vais m'arrêter parce que là, je vais pas arrêter. Non, mais c'est passionnant, moi j'adore. Mais c'est vrai que tu fais bien de signaler que ce bouquet d'intelligence, on en a besoin et que la comparaison n'est pas raison. Moi, j'aime rappeler qu'il n'y a pas deux grains de sable identiques sur la planète, qu'il n'y a pas deux brins d'herbe identiques et qu'il n'y ait pas tombé deux flocons de neige identiques. Donc, ils sont tous différents. Ils sont tous particuliers et ils font que, ben voilà, on peut faire du ski puisqu'il y a des flocons qui tombent, mais il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Et donc, les humains, c'est pareil. Arrêtez de vous comparer, les autres sont déjà pris, soyez vous-même. Et dans le soyez vous-même, il y a accueillez aussi vos qualités. Et ce qui est précieux dans ton livre, et pour ça vraiment merci beaucoup, c'est que tu mets en avant différents types d'intelligence. Et en vrai, moi, avant de connaître le livre, je pensais qu'il y avait les maths et le français. Et que donc, bah, j'étais bonne en français, je racontais bien les histoires, j'étais nulle en maths. Heureusement que j'étais un peu bonne en français. Mais j'ai pas pensé que le fait d'avoir l'oreille musicale était une intelligence, d'avoir de l'empathie et d'essayer de comprendre assez facilement l'autre et de me mettre assez facilement dans ses chaussures était aussi une qualité, mais aussi un type d'intelligence. Et donc, du coup, voilà, moi, j'invite vraiment tout le monde à s'interroger sur ces différents types d'intelligence pour s'ouvrir et se rencontrer différemment. Dernier point, et après je vais te reprendre la parole, te donner la parole, mais on est dans une société, on l'a dit au début, qui est en mouvement, qui est en mutation. Il y a plein de systèmes qui sont en train de collapser. Et quand on est un peu dans l'embarras, pour parler poliment, eh bien, on a besoin de créativité pour trouver des solutions. Et c'est souvent d'ailleurs dans l'embarras qu'on trouve des solutions assez novatrices, assez sympas. Ton livre, c'est un tremplin. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a fait ces petits tests, qu'on a identifié toutes ces qualités, tous ces types d'intelligence, on regarde en face toutes les aptitudes dont on dispose pour justement aller chercher ce nouveau monde et mettre en place des choses qui sont beaucoup plus sympas. Oui, tout à fait. Ce qui est important, alors ce n'est pas un livre qui va donner encore une labellisation supplémentaire sur je suis plutôt ce type d'intelligence comme ci, comme ça, de manière définitive. Tout n'est qu'impermanence. C'est les tests que l'on fait, la carte d'identité, la ligne de vie hein, de ces intelligences, elle est à construire à chaque instant qui passe avec idéalement curiosité et humilité. Et c'est important
d'accueillir ces intelligences un peu comme des touches de couleur, quoi. Il y a un moment, j'aurai un peu plus besoin de rouge. Il y a un moment, j'ai envie de orange. Je vais en adjoindre deux parce que ces intelligences, elles s'interpénètrent de toute façon. Quand j'active l'intelligence logique mathématique, derrière, j'ai de la visuelle, peut-être du corporel. Tu disais tout à l'heure, l'intelligence musicale rythmique, elle nourrit, hein, bien sûr, l'intelligence logique mathématique. Et donc, ces intelligences, elles dansent les unes avec les autres, elles peuvent grandir, un peu comme bon, le bouquet d'intelligence, j'aime bien cette dynamique, je nourris, j'arrose, je prends soin d'eux, dans une dynamique de mouvement permanent. Voilà. Et au niveau cérébral, moi j'aime beaucoup cette différence entre le ou et le et. Hein, dans le ou du mode mental limbique, c'est je suis ou généreuse ou radine. Et dans le mode préfrontal, je suis parfois généreuse, parfois radine, parce que de toute façon, l'ensemble de ces états se présentent à moi à chaque jour qui passe et à chaque mois qui passe, évidemment tout le long de la vie. Et c'est important d'accompagner avec curiosité le déploiement de ces intelligences au niveau temporel. C'est pour ça qu'il y a la ligne de vie de mes intelligences qui permettent à un moment de se dire, bah tiens, c'est marrant, à cette époque-là, quand j'étais petite, j'avais plutôt tendance à développer l'interpersonnel, j'avais vraiment besoin d'être en contact avec les autres, et au fur et à mesure que le temps a avancé, bah, finalement, l'intrapersonnel a pris de la valeur, elle s'est associée avec beaucoup de musical rythmique, c'est c'est réjouissant, je trouve. Si on ne décide pas que c'est une carte d'identité définitive. Vraiment, il n'y a pas de label, il n'y a pas de test définitif. Je voudrais pas que ça s'inscrive encore dans un test supplémentaire. Je suis ça. Voilà. Non, c'est comme les émotions. Je ressens. Hein, de l'irritation ou de l'inquiétude. Je ne suis pas inquiétude et je ne suis pas irritation. Mais tu es mouvement et donc du coup, tu as plein de voilà, on n'est pas pareil le matin que le soir, à 20 ans qu'à 40, en vacances que en période de stress au taf. Et ça, c'est toute la beauté effectivement de l'humain, de ses qualités et effectivement remettre des post-it avec voilà comment je suis caractérisée et ça bouge pas. C'est pas ce qu'on veut. Je pense que dans cette voilà ce nouveau monde qu'on espère plus inclusif, qu'on espère plus intelligent. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait qu'il y a plein d'intelligences, donc on est tous capables d'avoir plein d'intelligences avec des S et puis multiples. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. J'avais envie de terminer avec ce magnifique dessin. Donc, c'est toi qui les as fait tous ces dessins? Oui, mon premier métier, c'est d'être graphiste illustratrice. Après, artiste plasticienne, sonomusicaux, bon, le monde est multiple. Le monde est multiple et tu as beaucoup, beaucoup de talent. Là, on reconnaît Omar Sy qui est incroyable et qui incarne l'intelligence verbale. On a reconnu donc Simone Veil, fantastique Simone Veil, pour l'intelligence interpersonnelle. Je vais les montrer tous parce que c'est un livre qui est tellement de couleurs. Et puis tes dessins sont magnifiques. Nelson Mandela, évidemment, sur fond rouge, comme la passion pour l'intelligence intrapersonnelle. On a donc Serena Williams, que je faisais parler tout à l'heure, toute belle aussi sur l'intelligence corporelle. J'ai pas mis de post-it, donc voilà, je prends le temps. On a Steve Jobs, donc évidemment pour la fameuse intelligence mathématique, hein, celle pour laquelle je n'ai pas été fournie à la naissance. L'intelligence visuelle avec Frida Kahlo, regardez comme elle est belle. J'adore quand les couleurs. Donc le violet est la couleur complémentaire du orange, c'est ça? Le violet est la couleur complémentaire du orange. Alors là, c'est compliqué. Là, je me souviens plus. Le violet, c'est rouge et bleu, et c'est la couleur complémentaire du jaune. Ah, pardon. Ici, c'est Hélène MacArthur, pour ceux qui ne la Oui. reconnaissent pas, pour l'intelligence naturaliste. Car, alors, c'est quoi l'intelligence naturaliste, Sylvie Captain-Sass? L'intelligence naturaliste, c'est celle qui nous relie au monde, quoi. C'est celle qui nous connecte au monde. Hein. Et Hélène MacArthur, ce que j'apprécie chez elle, c'est évidemment toute la dimension systémique, écologique qu'elle met en avant, la dimension durable et collective. Oui, il y a le monde sans ou presque. Je propose à chacun d'aller, parce qu'en fait, c'est un livre qui est aussi un carnet, c'est-à-dire qu'il y a Oui, des c'est traves ça. amusées.
Il y a des exercices qu'on peut faire en fonction de chaque intelligence, histoire de vérifier à quel endroit on se sent. Comment je reconnais cette intelligence en moi, c'est-à-dire aller chercher un peu à l'intérieur aussi comment elle nous touche. Et évidemment, cette petite série de tests qui permet déjà de comprendre, waouh, enfin, j'ai fait ces exercices-là avec mes élèves en école de design. C'est toujours très délicieux de voir combien ils s'étonnent, ils se réjouissent, ils se questionnent, hein, parce que ce que je voudrais, c'est que ce livre permette à chacun de développer de la curiosité, un doute créateur pour gagner en confiance, quoi. Et devenir aussi sage et aussi serein qu'un beau Gandhi que tu nous as dessiné comme ça, franchement. Tu dessines trop bien, j'adore. Artiste complète, on va terminer avec Léonard. Que voici, que voilà. Le beau Léonard de Vinci. Pour le dernier des 10 mentors des intelligences, mais on aura compris qu'il y en a d'autres. Mais déjà, 10 intelligences, une fois qu'on a fait le petit carnet, on se sent vraiment mieux, on se sent un peu moins à côté de la plaque, on comprend un petit peu mieux comment le monde tourne, en tout cas comment ça tourne là-haut. Et puis, effectivement, ça se passe pas que là-haut, ça se passe aussi dans les oreilles, ça se passe aussi dans le corps. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper précieux de remettre en avant tout ce qui fait notre humanité. On n'est pas seulement voilà, des machines à calculer, parce qu'en plus, tu parlais de cette fameuse intelligence artificielle. On va peut-être conclure quand même là-dessus, parce que c'est une intelligence dont on parle beaucoup. Donc, elle n'est pas humaine, hein, elle est artificielle. Elle a des qualités qui sont très pratiques. Moi, je trouve ça formidable, le robot qui va me tondre la pelouse, parce que du coup, ça m'évite d'avoir à le faire. Éventuellement, la calculatrice, je pense que c'est une intelligence artificielle, non ? Moi, je parlais justement à midi avec d'autres professeurs dans l'école de design dans laquelle je travaille, CY École de Design, de la décision pour le vivant. On parlait de ces intelligences et il y a des enseignants, il y a des élèves qui disent la façon dont ils travaillent avec cette intelligence artificielle. Il y en a qui créent des tableaux Excel type, il y en a qui vont travailler avec ChatGPT pour aller vérifier la qualité, enfin vérifier, pour demander de recevoir des informations à vérifier juste derrière. Après, il y en a qui vont bosser sur Midjourney pour avoir quelques éléments de base qu'ils vont utiliser après en sous-calque sur Photoshop. L'intelligence artificielle, c'est un outil, voilà, c'est un outil. Donc, comme tout outil, remède, poison, le pharmacon, à quel endroit est-ce qu'on en fait un remède, à quel endroit on en fait un poison, tout est une question de posture et d'intention. La question de l'intention est essentielle. Pourquoi? Voilà, pourquoi je fais? Et les intelligences multiples, elles vont nourrir cette envie de donner de la valeur, de questionner ses propres valeurs et puis d'associer et d'aligner ses pensées, ses valeurs et ses actions. Et l'intelligence artificielle, idéalement, elle va simplement donner quelques éléments qui nous permettront de gagner du temps, quoi. De toute façon, au niveau de la créativité et des émotions, on a encore un peu de temps, quoi, je crois. Je ne suis pas une spécialiste. En tout cas, l'intelligence du temps, on sait qu'elle aussi, voilà, elle a son rôle à jouer et on peut la regarder aussi pour ce qu'elle est. Merci infiniment, Sylvie. Je remonte ton livre, Révélez vos pleins potentiels, aux éditions Cap au cœur, Sylvie Captensas. Et donc, du coup, c'est un livre carnet. Hein, on va écrire dedans, on va faire des tests, on va essayer de comprendre comment fonctionne notre mode cognitif. Et sachant que il ne passe pas que par les maths ou le français et par la boîte crânienne, c'est beaucoup plus complexe et en même temps c'est beaucoup plus riche. Et on se découvre avec un bouquet d'intelligence et on découvre aussi les autres. Et ça, moi aussi, c'est l'un des cadeaux du livre, c'est qu'effectivement, on connaît à peu près son mode de fonctionnement, mais on découvre aussi la richesse du mode de fonctionnement des autres. Et donc, ça nous remet comme ça dans une belle humanité pleine de talents. Et donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Julie. Je voulais aussi remercier la personne qui m'a permis de faire de l'auto-édition et de créer les éditions Cap au cœur, qui est Charlotte Cruz. Qui a les éditions Cap au cœur, Charlotte Cruz qui a créé la Goutte créative et qui m'a permis de réaliser un livret avec des couleurs exceptionnelles, avec un très très beau papier voilà encore une belle intelligence collaborative, une belle intelligence de cœur, une belle intelligence corporelle kinesthésique parce qu'il faut bien fabriquer les choses aussi, visuelle spatiale parce qu'il faut les composer, intrapersonnel pour se connaître et interpersonnel pour pouvoir interagir.
On a tout mis. Toutes vos intelligences, voilà, croisées. Et effectivement, c'est porté par des femmes. Moi, ça me parle beaucoup. Et voilà, c'est le monde de demain qui commence à émerger. Tu le portes depuis longtemps. Tu nous ouvres des voies, que ce soit pour la sonothérapie, la musicothérapie. On a hâte de voir ton prochain livre. Et puis voilà, le fonctionnement du cerveau, de nos intelligences. C'est toujours hyper précieux. Merci infiniment. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec toi ce soir. C'était super. Merci, ma grande, merveilleuse et lumineuse Julie. Merci à toi. Alors, à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Et merci encore merci d'être là avec nous, avec moi. Merci, Julie. Merci, merci. Et merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cet entretien avec Sylvie Captensas. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce qui se passe dans votre fonctionnement, que vous avez peut-être déculpabilisé d'avoir des trous dans la raquette et de ne pas être bon en maths comme moi. En tout cas, moi, je me sens beaucoup moins idiote maintenant que je sais que j'ai toutes sortes d'autres intelligences que les lacunes que j'avais. Bah, du coup, je me découvre avec des qualités. Ça fait du bien. Ça permet aussi de se dire qu'on a des ressources, encore une fois, pour aller voilà, créer le monde de demain, peaufiner les choses et essayer d'identifier des ressources qu'on n'imaginait pas jusque-là. C'est très précieux. Je remonte son livre. Je vous le mettrai en lien. Oups, c'est un peu flou là. Voilà. Révélez vos pleins potentiels. C'est sur le site internet de Sylvie Captensas que vous pouvez le commander puisqu'il est en auto-édition sur Cap au Cœur. C'est une petite pépite, ça coûte pas cher, ça fait du bien. Offrez-le à vos copains neuroatypiques, à votre belle-mère qui grinche et vous verrez même vos enfants. Je pense que ça peut vraiment, pour le coup, les enfants, leur ouvrir beaucoup, beaucoup de compréhension. Surtout que c'est hyper sympa, vous l'avez vu, il y a des mentors, ils sont bien dessinés, c'est vraiment simple d'accès. Ça parle de sujets qui peuvent être complexes, mais en fait qui sont très, très bien expliqués parce que bah, voilà, nous, on a une grande pédagogue. Sylvie, elle est prof dans différentes écoles, donc vous l'aurez compris, vous avez bien vu comment elle parle, elle écrit pareil, en mieux. Donc voilà, allez-y. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine rencontre et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, je compte sur vous pour mettre un cœur, un commentaire, des pouces en l'air. On va faire en sorte que cette vidéo, elle tourne un maximum pour pouvoir aider un maximum de gens. On fait notre petite goutte de colibri. Portez la vôtre, je porte la mienne. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.